Allez, un dernier post, Rudy, puisqu'on parlait de RFK. Ok. Oui, alors ça, c'est un truc, c'est un thread qui est pas mal. Je sais plus qui, je l'ai vu traduit en français, mais je sais plus qui c'est qui l'avait fait. Il est intéressant. En gros, c'est un thread qui est intéressant parce qu'en fait, il y a une espèce de, comment dire, RFK s'est prononcé il y a je sais pas, la semaine dernière ou je sais plus quand, il y a pas très longtemps, sur measles. Measles, je crois que c'est la rougeole en français. Tu peux me vérifier ça, la rougeole? Ouais, c'est la rougeole. Comme quoi, le moyen le plus efficace, parce qu'en ce moment il y a quelques cas de rougeole qui sont rapportés aux États-Unis. Je crois qu'il y a 1 ou 2 personnes qui sont mortes et il y a un gros focus sur ah là là, mais les gens qui sont morts, ils étaient peut-être pas vaccinés, tout ça. Et RFK, depuis son fauteuil de responsable, de ministre de la santé, si vous voulez. Américain a dit la solution sûre pour les vaccins contre la rougeole, contre la rougeole, c'est le vaccin contre la rougeole. Alors qu'il a tenu des propos qui étaient quand même très très opposés à ça pendant longtemps. Donc ce tweet là, ce thread remet les choses dans leur contexte et nous rappelle que peut-être qu'il n'est pas nécessaire de toujours qu'il faut pas toujours prendre tout ce qui est dit pour argent comptant. Alors évidemment, les gens ils vont dire ouais, mais vous passez votre temps à défendre l'administration Trump et dès que ça va pas dans votre sens, vous pensez que c'est un jeu d'échecs en 5D ou quelque chose comme ça. Il y a quand même des éléments qui sont à prendre en compte et qui sont intéressants. Par exemple, le monsieur vaccin de son administration qui s'appelait j'ai pas noté le nom. Il a démissionné. Donc voilà, il y avait un monsieur vaccin dans un article qui est mentionné derrière. Il a démissionné. C'était un big guy des vax. Dans l'article de The Hill qui est dans le thread que vous pourrez voir, on apprend que RFK lui aurait demandé des informations sur les effets secondaires possibles du vaccin, de plusieurs vaccins, notamment contre la rougeole. Et le mec a dit mais non, je vais pas pu lui donner ces informations parce qu'elles n'existent pas. Donc on se rend compte que derrière il y a des espèces de recherches. Il essaye de mettre en avant un certain nombre de choses. Je pense que la situation est pas 100% claire en ce moment, mais je veux dire que si jamais on en parle depuis le début de l'émission. Si jamais à un moment donné une petite déclaration d'un gars qui va pas dans le sens que vous comprenez, alors qu'il a quand même montré un certain nombre de gages de son implication, il a eu des discours qui étaient très très forts pour une remise en question de la politique vaccinale aux États-Unis et tout ça. Et voilà, là il dit quelque chose qui va pas dans votre sens et d'un coup salaud, pantin d'Israël et j'en ai entendu des vertes et des pas mûres sur lui. Ok. On se calme. Des choses sont en train de se passer. Des choses sont en train de se passer dans le domaine de la santé. Des choses sont en train de se passer dans le domaine du FBI. Donc, ça veut dire qu'on peut, c'est-à-dire là, ce que tu es en train de dire, c'est que RFK, il fait exprès avec ses propos d'attirer l'attention vers un certain sujet pour pouvoir mieux le démonter derrière. Et donc, je dis que c'est possible que ce soit ça qui soit en train d'arriver. Je suis pas sûr, mais c'est possible que ce soit ça qui soit en train d'arriver. Voilà, mais il se met dans la position du martyr intellectuel, tu vois, genre en prenant une position qui n'est pas... la position du connard. Comme toi. Et lui, il a le droit. Moi, j'ai pas le droit, moi, tu vois. C'est non, ok, non, très bien. Okay. Voilà. Et donc aussi dans le thread un certain nombre de petites victoires qui valent le coup quand même d'être mentionnées. Alors en Idaho, maintenant c'est plus possible de demander quoi que ce soit comme condition médicale pour pouvoir avoir un emploi ou pour pouvoir être intégré dans une école. Donc, par exemple, le calendrier vaccinal qu'on a en France, là, où si t'as pas ta liste de je sais pas combien, 17, c'était la dernière fois, puis je sais plus combien on en est aujourd'hui, qui a un grand trouble pour les parents. Vous deux, vous n'êtes pas parents, mais je peux vous dire qu'à un moment donné, quand on est soumis à ce genre d'obligation, de se dire, moi, les vaccins, j'ai pas confiance, mais si jamais je vaccine pas mon gamin, il a accès à rien en termes d'école. Je veux dire, il y a l'école à la maison, mais c'est pas nécessairement à la portée de tout le monde. Enfin, je veux dire, ça peut être compliqué. Et c'est une question qui, je sais, soulève beaucoup, est très difficile pour certaines personnes qui attendent un enfant ou un nourrisson en bas âge. Et donc moi j'ai beaucoup de alors évidemment ici c'est pas ni le lieu ni la place de donner des conseils de quoi que ce soit par rapport à tout ça parce que alors la version officielle, il y a une loi, il faut s'y conformer, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Maintenant il y a des gens qui sont à la recherche de solutions, ça c'est vrai. Bon bref, en Idaho, c'est fini ça. En Iowa, il y a aussi un projet de loi pour enlever les immunités légales des fabricants de vax. Vous savez, les fabricants de vax, ils peuvent tuer plein de gens. On peut pas se retourner contre eux. Il y a une proposition de loi qui peut-être va devenir une loi. L'avenir nous le dira pour aller dans ce sens-là. Donc ces petites victoires qui, comme pour le sujet précédent, la géo-ingénierie, ça passe par les États. Et peut-être que le gouvernement fédéral va suivre quand il y aura une masse critique suffisante d'États qui va dire nous on a pris ces décisions là. On se rappelle que ça c'est dans le game de Trump là, dans son jeu de cartes, de plus imposer des trucs depuis le gouvernement fédéral vers les États-Unis, mais de revenir à
au sens de la Dans Constitution l'autre sens. des États-Unis telle qu'elle a voulu être faite, c'est-à-dire les États qui décident et derrière le gouvernement fédéral qui est là pour coordonner. Donc on est peut-être en train de voir les germes d'une interdiction d'avoir des politiques d'obligation vaccinale et ce genre d'une interdiction pas d'une interdiction de retirer l'immunité aux fabricants de vaccins, tout en laissant le choix aux gens qui sont vraiment pour les vaccins et qui pensent que c'est vraiment une solution de les prendre. Et donc ça va quand même dans un sens qui. Donc voilà, le fait de c'est un traître romain d'Israël parce que t'as vu ce qu'il a dit sur la rougeole RFK, c'est quelque chose qui, voilà, je pense nécessite de faire preuve d'un peu de mesure et d'un peu de compréhension de tout le contexte actuel. Mais tu vois, Rudy, pourquoi on demande aux gens de prendre les mesures, le contexte sur ce genre de choses-là et on le fait pas pour toutes sortes de nouvelles en fait. C'est-à-dire prendre une mesure aussi quand moi je dis quelque chose qui secoue les gens. Bah ouais, prendre un peu les mesures et prendre un peu, essayer de voir ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train d'être remué, qu'est-ce qui ressort de tout ça. Moi je me dis, ouais, c'est bien. Donc tu revendiques ce droit à la pensée complexe. En fait, si tu veux, j'ai toujours dit ce truc. Quand il y a tout le monde qui pense la même chose, il n'y a personne qui réfléchit. C'est une des meilleures phrases que j'ai entendues dans ma vie. Et donc, quand je vois que tout le monde pense à rien, tout le monde pense la même chose, je me dis, OK, là, il n'y a personne qui réfléchit. Il va falloir que je fasse quelque chose pour pousser à la réflexion. Donc, voilà. Et parfois, pour le faire, bah, tu deviens le messager. Les gens, ils ont tendance à mélanger messager et message. Tu vois, ils attaquent le messager. Et le messager, il en a rien à foutre. Donc, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est est-ce que le message est passé, tu vois. Bref. Parce que là, on est justement dans cette histoire. Et moi, j'aimerais dénoncer ouvertement, parce que j'ai vu sur Internet que Trump, il a poussé la chaise de Netanyahou. Et donc, c'est un serviteur de... Oh merde, attends, c'est pas la vidéo de Netanyahou. Et il a poussé aussi la chaise de l'Indien, là, du président indien. Oui, mais il s'appelle Maudit. Pense, Maudit. Tu vois ce que je veux dire? Ah, il a poussé la chaise du maudit. Non, tu vois, c'est une autre caricature, par exemple. C'est vrai que Netanyahou est allé, puis Trump, par politesse, il a poussé sa chaise, et puis tout le monde, pro-Israël, machin, sioniste, et... Ouais, d'accord, sauf que c'est un truc qu'il a fait... presque à chaque fois quand ils sont entrés dans cette salle-là. Et c'est un signe de domination. Ce n'est pas un signe là de faiblesse. Il ne se met pas en mode « je suis votre serviteur ». Il est en mode « assis-toi là et signe le truc que je t'ai mis devant la gueule », tu vois. Bah, c'est ce que par exemple, parenthèse, il serait temps que... Vas-y, Léo. C'est quand même une mécanique masculine-féminine. C'est les hommes bien élevés et bien éduqués qui sont galants qui font ça. Ils reculent la chaise et la ferme ils poussent sous la dame et après ils vont s'asseoir seulement. Mais quand même, c'est une démarche. Ça veut dire que c'est toi qui mènes la danse. C'est ça. C'est Trump l'homme et Netanyahou c'est la femme, en gros. Un jour, il faudra quand même qu'on s'interroge sur cette obsession limite, comment dire. On est du domaine du réflexe d'une grande partie de la population sur ces questions d'Israël. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Israël, certes, mais qu'on fasse une semaine de commentaires sur il a poussé la chaise, il a pas poussé la chaise, alors que quand il pousse la chaise des autres, personne ne lui dit quoi que ce soit. Ouais, c'est marrant, vous savez que ça a été prophétisé, ça, dans les textes. Dans la Bible, il y a un élément qui dit, Israël, ils seront en tout petit nombre, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la population d'Israël, c'est pas grand chose comparé à la population mondiale, et pourtant, on parlera tout le temps d'eux. Ça a été prophétisé, c'est intéressant quand même. Bon, bref, voilà, petite parenthèse que ils font tout pour faire parler d'eux aussi. Mais attends, non, c'est pas les Israélites qui font tout pour parler d'eux, c'est leur gouvernement. C'est vrai que leur gouvernement, l'État d'Israël, parce que c'est pas pareil. Israël, c'est un mot qui veut dire, c'est un mot de paix à la base. Tu sais, ce n'est pas quelque Israël, chose de négatif. C'est le nom qui est donné à Jacob. C'est l'autre nom qui est donné à Jacob dans la Bible, en fait, Israël. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Et même le drapeau israélien, c'est le symbole de l'éther. C'est le symbole du contenant de l'existence. C'est des choses très anciennes. Donc, mais l'État d'Israël, ça, par contre, c'est une saloperie qui a été posée. Une saloperie qu'on avait évoquée dans cet épisode de la série Révélation, où on avait parlé de MK Ultra et des véritables architectes de la matrice. Et on avait parlé donc des, comment il s'appelle, le mouvement sabbatéen, ok,
qui a conduit à inspirer le franquisme et qui sont des branches qui trouvent leurs origines dans le judaïsme, mais qui sont incarnées par des personnes qui n'ont rien à voir avec le judaïsme. Tu vois? Ouais, ce sont des hérétiques du judaïsme en quelque sorte. Exactement. Et donc on avait parlé comment ils ont déformé les textes et quelle est la meilleure façon de déformer les textes que d'écrire des textes qui interprètent les textes. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as l'Ancien Testament, tu as la Torah et appelle ça comme tu veux, et tu as un truc qui s'est ajouté au fur et à mesure qui est le Talmud. Okay? Et là-dedans, dans le Talmud, il y a quand même des trucs, bon, il y a des idées qui peuvent être intéressantes, mais parfois il y a des trucs, c'est une des raisons pour laquelle j'ai plus de cheveux, si tu veux. Il y a des trucs qui sont affligeants, terrifiants, dégoûtants, voilà. Et moi, si vous regardez cette émission, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui quelqu'un comme von der Leyen dit l'Europe, ce sont les valeurs du Talmud. Oh non. Oh là là. Donc, elle a cité BHL, quoi. Hein. Comment, Rudy? Tu dis comment à qui? Ah non, bah moi, je veux dire, cette vidéo, ça m'étonne que tu l'aies pas vue, Nico, parce que là, ça fait un jour ou deux que ça fait. C'est pas une vidéo récente, hein, c'est une vidéo qui date de 2022, je crois, mais là, ça fait un jour ou deux que, ou peut-être aujourd'hui, je sais plus, mais en tout cas, elle circule en boucle. Je l'ai vue partout, celle-là, là, parce que. mais c'est un truc. Donc, quand on parle du judéo-christianisme, c'est ce que j'essaie de montrer avec la série Révélation, c'est quand on parle du judéo-christianisme, ça n'a rien à voir avec le judaïsme de Moïse. Okay, qui a été mis en place par le côté judéo-christianiste. Le côté judéo, ça n'a rien à voir avec Moïse, et le côté christianiste n'a rien à voir avec le Christ. Parce que le côté judéo, c'est le côté judéo-talmudique, et le côté christianique, c'est le côté christianico-dogmatique, catholique, tu sais, avec ce qu'on a dit, on l'âme sanctam, et tout ça, tu vois. Et l'acte de naissance qui devient un document de possession que le Vatican, que le pape, il a délégué la gestion aux États. Et c'est comme ça qu'est construit l'Empire occidental, tu vois. C'était la transformation de Rome d'un État militaire politique vers un État religieux pour redevenir un État caché sous la démocratie, un empire caché sous le titre de la démocratie. Et donc, moi, quand je vois ce genre de choses, ça me perturbe beaucoup plus que Trump qui pousse la chaise de Netanyahou. Et je vais vous dire ce que je pense de Trump et Netanyahou. Je pense que Trump domine complètement et dans tous les aspects Netanyahou. Complètement. Donc, les versions que j'entends jusqu'à là, c'est que Netanyahou, c'est plutôt quelqu'un qui a un petit peu du mal à se contrôler et donc qui a été tenu par les testicules jusqu'à présent par l'état profond. Et depuis un certain temps, depuis quelques mois, apparemment, on dirait que le collier avec lequel il le tenait, il a été coupé par Trump. Et donc, ça veut dire Trump, c'est Trump qui tient Netanyahou maintenant, avec une laisse. Comment? Il doit avoir certainement des choses compromettantes. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que Netanyahou n'est pas un saint. Et il ne fait pas des bonnes choses en Israël parce qu'il est bon. Il les fait parce qu'il n'a pas le choix. Lui, il veut juste le pouvoir. C'est un animal de pouvoir, tu vois. Et donc, il ne faut pas dire que Trump se soumet à Netanyahou, c'est l'exact opposé. Il n'y a jamais une telle soumission par un politicien israélite à un leader américain. Israélien. C'est compliqué. Ouais. Donc voilà, et du coup, si tout le monde... Mais tu vois, c'est bizarre venant de moi, puisque maintenant, tout d'un coup, je suis devenu anti-Trump, anti-Musk et tout ça, tu vois. Non, c'est pas ça, c'est juste c'est intéressant, pas en 0 et en 1, tu vois. La position là, ça nous concerne nous directement en tant que Français. Je sais pas si tu avais prévu de l'aborder, mais la position de Trump face à ce qui s'est passé en France politiquement, là, et notamment Marine Le Pen, qui on interdit littéralement de se présenter aux élections. On avait parlé un peu la dernière fois. Moi, je suis pas fan des gouvernements que Trump soutient. Je ne pense pas qu'ils sont les solutions, tu vois. Et je trouve ça des oppositions, ouais. Le truc, c'est que voilà. Moi, je suis pas un grand fan de Marine. Je veux dire, on va être clair là-dessus. Maintenant, on en parlait tout à l'heure, et ce qui était ressorti, c'était que Marine Le Pen, c'est vrai, on peut la soupçonner faire partie de l'opposition contrôlée. C'est vrai que lorsqu'elle a perdu face à Macron,
Je veux dire, elle aurait pu avoir une tribune pour dire, elle s'est couchée, tout ça. Et moi, je trouve ça intéressant, c'est le côté contrôlé, en fait. Parce que, comme tu l'as dit sur le coup, le cas de Netanyahou, en fait, ceux qui sont contrôlés peuvent changer de maître. Et il est possible que moi, je vois pas Marine Le Pen comme étant la sauveuse de la France. Maintenant, c'est vrai que c'est la force d'opposition politique principale en France. Et en France, pour prendre le pouvoir, on a toujours besoin du suffrage universel direct. Et aujourd'hui, j'ai fait l'erreur dans le passé de penser peut-être qu'un Asselineau pouvait monter, mais c'est vrai qu'il y a tellement de barrières au suffrage universel direct que je pense que sur un court terme, un type comme Asselineau ou Philippot ou Dupont-Aignan, vous mettez qui vous voulez ici, même si ils ont montré des gages à un moment donné de résistance, et il y a un certain nombre de choses qu'ils disent avec lesquelles je peux être d'accord, je pense qu'ils auront pas les voix nécessaires, peut-être même pas pour se présenter, alors pour être élu, clairement pas. Maintenant, il est possible qu'une Marine Le Pen, si elle change de maître, c'est-à-dire qu'au lieu d'être tenue par qui la tient en ce moment, qui fait qu'elle s'est couchée devant Macron, elle est tenue demain tenue ou soutenue, ça dépend du contexte, ça dépend de qu'est-ce qui se passe. C'est quoi ça? Ça c'est ma tasse. Ça dépend de ce qui se passe vraiment dans les coulisses auxquelles moi j'ai pas accès. Elle pourrait être demain la Mélanie de la France. Mélanie qui, même si son bilan est pas parfait, fait clairement des choses qui vont dans le sens du peuple italien aujourd'hui. Oui, pareil. Elle est ambiguë. Et d'ailleurs, moi j'ai envie de dire que Marine Le Pen, c'est pas très ambiguë. Hein. Pour moi, Marine Le Pen, de toute façon, c'est pas une question de parler d'elle, mais pour sortir un peu de notre côté complot permanent, tu vois, etc. C'est pas tant qu'elle était tenue en laisse, etc. Tu vois, c'était raison d'un système. Je pense que c'était une opposition de pantoufles. Ouais. Et l'opposition de pantoufles, voilà, c'est confortable. On est bien assis, on a des places à l'Union européenne qui sont 10 000 euros par mois. On n'a pas de responsabilité en fait. On n'a pas de responsabilité. On a toujours raison. On peut critiquer. Voilà. On fait que gueuler. Ah, si moi j'étais au pouvoir, ça se passerait pas comme ça. C'est inacceptable. Tiens, prends le pouvoir, tu peux le réclamer, il suffit juste de dire que les élections... Ah non, je veux pas. Tu vois ce que je veux dire? Après, on revient plus. Mais écoute, de mon point de vue, ce qui me dérange dans tout ça, encore une fois, je vais dire, là, il y a aussi un truc qui me dérange. Et je vais parler de ça parce que si ça provoque des réactions et ça stimule les débats, tant mieux. Allons-y. Juste avant de me jeter la pierre, allez faire un tour devant le miroir. Donc, tu as Trump. Moi, j'ai un gros problème avec le fait qu'il soutient le vieux président de l'Albanie. C'est le gars qui était au pouvoir quand la CIA a pris le contrôle total de l'Albanie, ok? Mais ça s'est fait à l'époque de façon cachée, c'est-à-dire personne ne savait qu'il y avait des influences, etc. Maintenant, Trump soutient la même personne parce qu'il dit l'actuel, c'est un pote de Soros, du coup, mettons l'autre. Ouais, sauf que l'autre, c'est aussi un pote. Il a eu des convergences d'intérêts ou des trucs chelous avec la CIA et tout ça. Donc, déjà, je suis pas fan de ça. Je suis encore moins fan de l'idée que maintenant, jusqu'à là, on se plaignait de l'ingérence étrangère, genre comment les États-Unis influencent la politique, etc. Maintenant, ça se fait ouvertement. C'est comme le truc avec Twitter Files et le fait que Musk possède Twitter et qu'il bosse pour Trump. Tu vois, c'est la même chose. L'influence qu'ils ont pointé du doigt, qui était cachée par la CIA, maintenant Trump et Musk, ils l'ont sorti devant les yeux de tout le monde. Et tout le monde est là, ils disent « Ouais, cool, heureusement que Musk il a publié ça, comme ça l'AfD peut gagner en Allemagne. » Ah bon? Mais ça, les gars, c'est ce genre de choses qu'on était censés pointer du doigt. Et maintenant, ils le font ouvertement et on ne réagit pas. Moi, je dis c'est une situation dangereuse qui mérite notre attention et qu'il faut qu'on commence à réfléchir à nouveau parce que tout le monde pense la même chose là. C'est-à-dire tout ce que dit la gauche, par défaut, c'est mauvais. Et si tu dis la moindre chose qui ressemble à la gauche, tu es de la gauche. C'est ce qu'on m'a collé dans la gueule, tu vois. C'est mais Léo, ces arguments, c'est les arguments de la gauche, alors il faut pas les écouter. Le truc de Hitler, j'ai donné l'exemple de Hitler, tu vois, qu'il combattait une corruption morale, corruption éthique, corruption politique, corruption esthétique, corruption tout ce que tu veux, et que Trump fait la même chose, tu vois. Et le mec qui me dénonce, qui fait cette vidéo pour me dénoncer, il dit ouais, il a raison, mais ça, c'est l'argument que la gauche donne. Alors, comme c'est l'argument que la gauche donne, ça veut dire que Léo, il est de gauche et il traite tout le monde de nazi et machin et truc, et hop, caricature. C'est vrai que la certitude qu'on peut avoir d'avoir raison pareil sur pour un Le point, Pen, c'est exactement la vois. même certitude qu'ils ont les cheveux bleus, qui ont tellement persuadé qu'ils ont raison, que quand tu vas leur opposer un argument, ils vont faire comme ça juste pour pas avoir à t'écouter. Donc c'est très caricatural leur position. Maintenant, c'est bien de garder ça en tête que
ouais, il y a un risque. Évidemment, il y a un risque qu'on devienne ça. Et évidemment, même la conviction la plus importante que tu peux avoir, en face, ils sont pas d'accord avec toi, ils ont une conviction qui est tout aussi importante que la tienne. Et donc, ouais, savoir se mettre dans ces positions-là. Après, ce que tu dis, moi, je suis complètement d'accord avec toi, mais attention, sur le fait que effectivement, c'est vrai que voilà, c'est pas normal qu'à un moment donné, Trump il dise moi je soutiens elle et que du coup elle ou lui devienne le candidat préféré de toute une partie de la population. Ceci dit, c'est pas normal dans une situation, on va dire. De régime permanent. C'est pas normal dans une situation où toutes les choses vont bien. Et là, on n'y est pas dans un régime permanent. Là, on est dans un régime hyper polarisé où toute la polarité politique, ça va te dire penche d'un côté. Tu sais, ça fait quoi? Ça fait 15, 20 ans que c'est Union Européenne, si t'es pas d'accord, t'es un connard. On soutient les politiques de gauche, si t'es pas d'accord, t'es un connard. Et on peut en mettre plein sur la liste et tout ça. Et donc, en fait, quand on a une unanimité comme ça, aujourd'hui, c'est clairement pas la bonne solution sur le long terme, mais c'est un contrepoids qui permet de remettre l'équilibre vers le milieu. Et temporairement, peut-être que c'est de ça dont on a besoin. Mais en tout cas, tes concerns, tes inquiétudes sont valides de ce point de vue-là, si ce genre de choses est amené à se pérenniser sur le long terme. Parce que c'est clairement pas la démocratie, ça. Il y a beaucoup de résilience de la part des patriotes dans les mauvaises nouvelles ou mauvaises choses qui sont faites par Trump et Musk et compagnie. C'est-à-dire, si c'est eux qui le font, le filtre de base avec lequel ils vont analyser l'info, c'est que ce sont les gentils. Alors, du coup, il faut que je comprenne qu'est-ce qu'ils veulent faire de gentil avec ça. Et du coup, ils vont utiliser tout leur intellect pour justifier cette chose-là. Moi, j'aimerais voir exactement la même chose, ces personnes qui font ça, de faire la même chose pour les autres en face. S'ils cherchent à justifier Trump et Musk dans leur démarche, pourquoi ne pas le faire pour les autres en face? Par exemple, pourquoi Martin Weil, quand il est venu chez moi, il n'était pas simplement en train de défendre son emploi parce qu'il a des frais, il a une mamie qui est malade ou qu'il est machin truc et qu'il a des raisons, etc., etc. Et que le journaliste à la télé, c'est parce que sa femme a le cancer et du coup, il est obligé d'avoir un salaire. On lui dit de faire ça, il fait ça et il ne réfléchit pas plus loin. Pourquoi on ne cherche pas à justifier? Tu vois, j'aimerais, c'est là où on va ramener l'équilibre. Si on utilise toutes ces ressources intellectuelles pour justifier les mauvais choix de Trump, de Musk, au lieu de les analyser honnêtement, tu sais, de base avec sans biais, tu vois, on les justifie toujours. Bah, faisons la même chose en face et voyons si ça marche et comment ça pourrait marcher. Et du coup, là, on deviendra des humains. Là, on deviendra des gens qui réfléchissent par eux-mêmes. Là, on deviendra juste. Là, on deviendra équilibré. Tu vois? Mais à partir du moment où quand un camp fait quelque chose, ton filtre c'est eux c'est les méchants, donc c'est quelle est la mauvaise raison pour laquelle ils font ça, et que de l'autre côté eux c'est les gentils, alors quelle est la bonne raison pour laquelle ils font ça? Ça c'est une façon de penser qui conduit inévitablement à des situations tragiques, tu sais, à des situations tragiques. Donc j'ai envie de te dire oui Léo, oui, mais mais c'est quand même je vais être franc je veux dire faut être prêt à changer ses conclusions, faut être prêt à reclasser les tiroirs, mais c'est quand même un des moyens d'analyse que j'ai beaucoup utilisé moi ces dernières années. C'est clair. C'est clair qu'aujourd'hui quand Macron il te sort un truc et que ça m'a l'air d'être une bonne idée, je me dis purée, elle est où l'embrouille? C'est clair que quand il y a Trump ou RFK qui sort un truc et que je me dis putain mais ça va complètement à l'opposition de tout ce qu'ils font depuis 5 années, je me dis ok, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Après je pense que ça c'est une question de fruits quoi, tu vois. Si jamais à un moment donné les fruits du passé, je considère que en tout cas ils en ont apporté, les RFK et les Trump, surtout Trump, des fruits dans le passé, et ce qui fait que ok il a rempli son panier jusque là avant de passer à la conclusion que ah bah non en fait il a viré c'est un salopard. J'ai essayé de comprendre ça. Maintenant il faut pas la question c'est où est-ce que tu mets cette limite? Parce que oui, il y a un risque qu'à un moment donné, quelqu'un qui a fait des bonnes choses. Pétain, avant d'être le traître de la France, c'était un héros de la guerre. Donc cette question-là, il faut se la poser. Maintenant, aujourd'hui, moi, je suis encore, et puis de manière assez positive, dans un décompte où, voilà, pour l'instant, Trump a fait tellement de choses qui sont plutôt positives que celles qui sont négatives, que je suis encore dans le cas de me dire peut-être que la question elle a se poser.